Alors, professeur, qui êtes-vous? Ah, j'ai une carrière qui est une carrière un peu inhabituelle, mais en même temps, je crois, intéressante. Je suis à la base un universitaire. J'ai fait l'école normale supérieure à Paris, l'agrégation, le doctorat. J'ai été professeur de faculté. En fait, j'enseignais la biologie physico-chimique. C'est un peu la limite de tout, de la biologie, de la physique, de la chimie. Et puis, je me suis spécialisé dans les basses températures, l'utilisation des basses températures en biologie, leur utilisation en technologie aussi. Et ensuite, j'ai passé 16 ans dans l'industrie, dans une grande société comme responsable des recherches et du développement, à vivre le quotidien de la réalisation industrielle, mais en ayant quand même suffisamment de chercheurs pour ne pas oublier ce qu'était la recherche, en comprenant toujours que la recherche doit d'ailleurs faire place au développement, c'est-à-dire qu'elle doit être liée à ce qui est possible, à ce qui est connu, mais qu'elle ne doit pas s'arrêter souvent à des objectifs connus ou fixés à l'avance. Alors mon laboratoire est un laboratoire privé. C'est un laboratoire de recherche physique, orienté essentiellement vers l'analyse de la structure des liquides et par conséquent de la transformation de ces liquides en fonction des températures, ce qui m'a amené, bien sûr, de nouveau aux basses températures. Alors, dans ce laboratoire, j'utilise différentes techniques, dont entre autres celle dont nous allons parler, la thermoluminescence. J'ai découvert, il y a un certain nombre d'années, avec beaucoup d'intérêt, le domaine de l'homéopathie, qui, je dois dire, m'était non pas inconnu, mais ne m'était pas familier. Et là, j'ai eu le plaisir, dans les discussions que j'ai eues avec M. Jean Boiron, de voir qu'il nous manquait un certain nombre d'informations de caractère fondamental sur la structure de ce qu'on appelle les hautes dilutions. En fait, les hautes dilutions, ce sont des liquides qui, concentrés au départ, sont dilués progressivement par étapes de 100, si je puis dire, avec un liquide de dilution, pour arriver à un point tel que, finalement, la substance de départ a été tellement dispersée qu'elle n'existe plus. Or, il y avait toujours un mystère qui était de savoir si, quand ces dilutions sont poussées très loin, elles sont en fait identiques aux liquides de dilution, ou si elles ont leur personnalité propre, si je puis dire. C'est un peu la question que m'a posée Jean Boiron, et je me suis dit, je vais essayer. J'ai essayé beaucoup de méthodes pendant plusieurs années, des méthodes magnétiques, des méthodes électriques, des méthodes purement physiques, de migration des fonds de cristallisation. En fait, je n'ai rien trouvé de vraiment convaincant. Et c'est alors qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai pensé à la thermoluminescence. Alors, pourquoi la thermoluminescence et en quoi cela consiste? Un liquide, au départ, surtout l'eau, qui est la base même des dilutions, est un être, si je puis dire, infiniment mobile. Un liquide bouge. Toutes les picosecondes, toutes les milliardièmes de secondes, il s'y passe des événements nouveaux. On pouvait penser que dans les hautes dilutions, ces événements nouveaux menaient à des structures particulières dans le liquide, certes déformables, évoluant, mais revenant toujours autour d'une espèce de forme commune qui pourrait permettre en fait de donner la carte d'identité de ce liquide. Mais comment les observer avec cette rapidité de changement? J'ai donc pensé qu'on pourrait dans un premier temps bloquer ces structures pour les rendre immobiles en congelant l'eau à basse température. Là, on a de la glace. Et dans cette glace, s'il y avait des structures particulières dans le liquide, elles doivent être conservées dans la glace. Alors admettons maintenant que nous avons de la glace avec des structures propres au liquide de départ qui sont incluses à l'intérieur. Comment les utiliser et comment les étudier? C'est là où j'ai pensé à la thermoluminescence. Cette thermoluminescence est une opération qui se fait en 3 temps. D'abord, la congélation du liquide, dont on a parlé. Deuxièmement, ce que l'on appelle l'activation, c'est-à-dire en irradiant cette glace avec des rayonnements énergiques, comme les rayons gamma, comme les faisceaux d'électrons, comme les rayons X, on va y créer des structures particulières. Ce que l'on appelle, si vous voulez, des substances
transitoire de rayonnement. Ça peut être des électrons qui sont chassés de leur site et qui laissent des trous à la place. Ça peut être des radicaux libres, c'est-à-dire des molécules qui éclatent en 2 ou 3 morceaux. Et ces structures activées, elles sont immobiles, piégées dans le liquide à basse température, le liquide congelé à basse température, vers moins 200 degrés dans l'azote liquide. Alors, pour les voir, on va réchauffer la glace. Et en la réchauffant, on apporte de l'énergie thermique. Et cette énergie thermique est parfois suffisante pour que ces éléments dispersés se recombinent. Les électrons retournent à l'intérieur des trous. Les morceaux de molécules, les radicaux libres, se recollent entre eux. Et chaque fois, ils vont libérer une énergie équivalente à celle que l'on a utilisée quand on les a séparés. Et cette énergie se manifeste sous forme de lumière. Autrement dit, quand l'échantillon est réchauffé, il devient lumineux. Il émet cette lumière et c'est pour ça qu'on appelle le procédé thermoluminescence. Elle n'émet pas cette lumière n'importe quand, elle est émise dans certaines gammes de température et en quelque sorte, elle est tout à fait conforme aux structures du produit qui a été activé. Autrement dit, la nature, la forme et l'intensité de la lumière émise sont le reflet des structures internes du produit. Pouvez-vous enfin nous décrire dans le détail quels ont été les essais réalisés et les observations que vous avez pu en tirer? Nous avons travaillé essentiellement avec de l'eau lourde. En fait, c'était un petit peu une approche nouvelle pour l'homéopathie, car l'homéopathie travaille en général avec des solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire un mélange d'eau et d'alcool. Il se trouve que malheureusement, dans le cas de la thermoluminescence, l'alcool est marqué défendu, parce que l'alcool est tellement lumineux après irradiation que sa brillance, en quelque sorte, dans l'échantillon congelé, efface tout autre signal. Donc nous avons travaillé avec de l'eau, des dilutions dans l'eau. Mais là aussi, nous avons introduit une variante en ce sens que nous avons utilisé de l'eau lourde, c'est-à-dire de l'oxyde de deutérium. Bon, l'eau lourde est en tout point semblable à l'eau normale. Ses propriétés physiques diffèrent un peu. Elle congèle un petit peu plus haut que la température de l'eau normale, vers plus 4 degrés. Elle a une chaleur spécifique légèrement différente. Mais ses propriétés physiques de fond sont les mêmes. Et tous les physiciens qui travaillent à l'heure actuelle sur la structure de l'eau travaillent en général avec de l'eau lourde. Pourquoi? Parce que dans le cas qui nous concerne, la thermoluminescence, le signal lumineux donné par l'eau lourde est 50 fois supérieur à celui de l'eau normale. Donc, c'était ça qui était intéressant. Une fois ces dilutions fabriquées, depuis le liquide initial jusqu'aux hautes dilutions, c'est-à-dire les CH15 et CH30, nous avons congelé ces solutions dans des coupelles métalliques, nous les avons irradiées à basse température, nous les avons réchauffées de façon programmée sous un photomultiplicateur et nous avons enregistré les courbes produites. Et là, à notre grande surprise, nous avons vu qu'au niveau du CH15, c'est-à-dire au moment où, d'après la chimie, on a dépassé le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire qu'il n'existe plus de molécules du solide initial présentes à l'intérieur du liquide, nous avions des images de thermoluminescence, des spectres de thermoluminescence qui étaient très différents selon les dilutions. Ils n'étaient pas les mêmes, par exemple, pour l'eau lourde seule, pour les dilutions de chlorure de sodium, pour les dilutions de chlorure de lithium. Et c'était intéressant dans le cas du chlorure de lithium parce que c'est un corps qui est connu pour détruire les liaisons hydrogènes. Or, nous avons constaté qu'à ces hautes dilutions, l'émission que nous attribuons aux liaisons hydrogènes, c'est-à-dire le deuxième pic de thermoluminescence, était en fait affaiblie, plus faible que l'émission pour le chlorure de sodium ou pour l'eau normale. Cela semblait donc confirmer l'idée que, bien que le corps initial ait totalement disparu, il restait en quelque sorte un souvenir de ce corps, de son action dans la structure de l'eau. Alors, bien sûr, à partir de ce point, il y a encore beaucoup de choses à comprendre dans le domaine de l'homéopathie. N'étant pas clinicien, ni même
physiologiste avancé, je ne voudrais pas me prononcer sur ce qui se passe après, à partir du moment où la dilution est transférée sur des granules, passe à l'intérieur de l'organisme, agit sur des organes cibles, etc. Mais je peux dire qu'au point de départ, déjà, on peut dire l'opération homéopathique de dilution-dynamisation fabrique, entre guillemets, une solution nouvelle par rapport au simple fluide de dilution. On part donc d'une base qui, à mon avis, sur le plan physique, est solide.